La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelle Cauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors cette semaine, on s'attaque aux mythes, si je comprends bien. Exactement. Donc, il y a plusieurs idées préconçues qui circulent un peu partout. Difficile de savoir ce qui est vrai ou pas, mais je réalise en faisant les recherches qu'il y a beaucoup de choses dont j'étais convaincue, même des choses que j'ai apprises à l'école. Et avec le temps, bien évidemment, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que souvent les recherches deviennent de plus en plus précises et bon, on découvre autre chose. Donc, je trouvais ça pas mal intéressant. Alors, mythe ou réalité? Exactement. Ça va être fort intéressant. Alors, on débute avec le premier mythe. Et ça, c'est quelque chose sûrement que vous avez appris à l'école. Donc, la langue est divisée en différentes sections. Donc, pour le sucré, le salé, l'amère, aussi pour l'acide au milieu et l'umami. Ça, je vous en parlerai après. Donc, en fait, c'est faux. La langue n'est pas séparée comme ça en différentes parties. Ah bon? Nous dégustons les aliments. Nous voyons sentons les saveurs, finalement, à travers toute la langue en entier. L'ensemble de la langue. Oui, l'ensemble de la langue. Donc, ça, c'est vraiment un mythe. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Mais c'est quand même, je me souviens avoir appris ça et on voit souvent cette espèce de schéma-là avec une espèce de carte de la langue. Ben, oui. Telle partie, c'est pour goûter telle chose. Donc, non, c'est un mythe. Et je vais revenir sur l'umami. En fait, oui, parce que je suis curieux. On a longtemps pensé qu'il y avait seulement 4 saveurs. Finalement, on a découvert avec le temps qu'il y en avait une 5e au 20e siècle, quand même, c'est assez récent. Donc, umami, qu'est-ce que ça veut dire? C'est délicieux en japonais. Et ça fait référence à quoi? En fait, c'est, bon, de façon plus scientifique, ce sont les glutamates, les nucléotides contenus dans certains aliments. C'est un goût de bouillon, un goût de viande. Et quels aliments ont cette espèce de goût umami, si on veut? Donc, il y a les viandes fumées, poissons crustacés, il y a les champignons, les tomates et le fromage. Oh. Donc, ça, c'est ressenti à travers toute la langue, le fameux goût umami. Donc, c'est quelque chose que j'ignorais. Qui regroupe quand même une gamme de goûts qui est fort appréciée là, par une majorité des personnes. Là. En fait, ce qu'on disait dans ces aliments-là pour l'umami, c'est que cette saveur particulière-là est plus forte que les goûts, disons qu'on mange un morceau de fromage. Ce qui ressort le plus, la saveur, c'est l'umami. Et non d'autres saveurs salées, par exemple, etc. Et semble-t-il qu'en Asie, on excelle dans l'art de mettre ensemble plusieurs aliments umami pour faire des soupes, par exemple, avec des saveurs extrêmement riches parce qu'on a compris ça. Donc, si on met, par exemple, une soupe avec différents légumes, des tomates qui sont réputés pour avoir ce goût-là, des champignons, semble-t-il que ça fait une saveur très, très particulière. Vietnamienne avec la soupe tonkinoise, c'est excellent. Moi, j'adore. Donc, les soupes asiatiques, souvent, vont exploiter ce côté umami-là. Tout à fait. Ensuite, nous avons, on dit de ne pas réveiller un somnambule. Ça aussi, c'est quelque chose qui circule depuis très, très longtemps. En fait, il n'y a pas de danger à réveiller un somnambule, même que c'est souhaitable pour éviter qu'il se blesse. Pour avoir été somnambule beaucoup, et je suis encore... oui, c'est ça, mais je ne vais pas aller dehors, pas à ce point-là. Mais je peux me promener, je peux aller fouiller dans les armoires pour manger quelque chose. Généralement, les gens sont somnambules lorsqu'ils sont enfants, mais ça perdure chez certaines personnes. Donc, plus j'avance en âge adulte, moins je vais me promener dans la maison. Mais par exemple, je vais m'asseoir dans le lit, puis semble-t-il qu'on peut me parler et je vais répondre, mais des choses totalement incohérentes. Oui. Donc, au cours de ma vie, les gens se sont souvent amusés à me faire parler parce que semble-t-il que c'est vraiment drôle. C'est totalement incohérent, mais je réponds à tout. Donc, je suis semi-consciente et... La réponse à tout, par contre. Je réponds à tout. Mais semble-t-il aussi qu'on voit dans le regard aussi que c'est pas le même regard. C'est un peu plus vide. C'est évident que je suis pas tout à fait là. Chante aventure. Alors, si vous avez un somnambule,
pouvez vous amuser à le faire parler. Généralement, les gens vont parler. Il y a des gens aussi qui vont se mettre à... Je connais quelqu'un qui est somnambule, qui se met à rire, qui s'assied dans le lit, qui se met à rire et à rire très, très fort. Ah oui. Il n'y a aucun souvenir le lendemain. On t'a jamais enregistré? Non, 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 ça aurait été une idée par contre. Oui, oui. Mais j'ai fait un test à Montréal, à la clinique du sommeil, et parce que j'ai beaucoup de problèmes à m'endormir, beaucoup de troubles du sommeil, puis on m'avait branché. Et je sais que j'ai vu dans le rapport que j'ai été somnambule. Ah, Il y avait des oui. caméras, j'imagine que c'était drôle à voir, mais oui, j'ai été somnambule durant mon test. Donc, tu es allé à une clinique du sommeil? Oui, il y a une clinique du sommeil à Montréal spécialisée dans les troubles du sommeil parce que depuis que je suis bébé, j'ai beaucoup de difficultés à... J'ai un délai dans mon cycle du sommeil. Au lieu de m'endormir, par exemple, comme une personne normale, vers 10 heures, mon cycle est retardé. On a une espèce de cycle circadien qui fait que lorsque la lumière baisse, la température baisse, on s'endort, différentes hormones. Chez certaines personnes, ce cycle-là est décalé. Donc, on dit des fois un oiseau de nuit, mais il y a certaines personnes, c'est un choix, mais il y a d'autres personnes, ils sont tout simplement faits comme ça. Ils ne peuvent pas dormir tôt. Leur seule heure de sommeil qu'ils peuvent vraiment récupérer, c'est le matin. Donc, il y a des gens comme ça. La période scolaire a dû être extraordinaire pour toi? C'était évidemment très pénible parce que je devais aller quand même, mais c'est ça. J'étais assez somnolente pas mal toute la journée. Mais cette clinique-là a permis non seulement de découvrir ce que tu viens de nous apprendre là, mais est-ce que ça a permis de trouver des solutions peut-être pour... J'imagine que tu es appelé à vivre comme ça, il n'y a pas de changement possible. Tu te dois de t'adapter à ce que ton corps t'envoie comme signal. Il y a des études. On essaie de faire des expériences, par exemple, les fameuses lampes pour les dépressions saisonnières. Luminothérapie. Bon, semble-t-il que dans certains cas, ça peut aider à replacer un peu le cycle du sommeil parce qu'évidemment, c'est une lumière, puis l'endormissement va, entre autres, avec la lumière ambiante, tout ça. Moi, j'allais consulter aussi pour ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. C'est ce qui fait que les jambes bougent tout le temps. Tu n'en as pas vraiment conscience la nuit et ça te fait plusieurs micro-réveils. Donc, j'avais été consultée pour ça et en même temps, on a vu que j'avais un cycle de sommeil décalé. Bon. Donc, ça amuse parfois les gens de me voir sur Facebook tard le soir, mais c'est ça, c'est pas par choix. J'ai un cycle décalé. Fort intéressant tout de même. Alors voilà, ensuite, on continue avec Napoléon. Évidemment, Napoléon, lorsqu'on pense, on fait souvent référence au fait qu'il était petit. Et boy, ça va être complexant pour Sarkozy, ça. Oui, ben, c'est ça, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, Napoléon... C'est vrai que ça a beaucoup été dit comme... Ça a beaucoup été dit qu'il était très petit, mais il n'était pas si petit que ça. 5 pieds et 7, c'est quand même pas si petit, surtout qu'à l'époque, la moyenne des hommes, c'était 5 et 5, 5 et 6. Bon, ben, à ce moment-là, les hommes de France. Donc, 5 et 7, il était quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire partie de la garde impériale de Napoléon, il fallait faire plus de 5 et 7. Donc, tous ces gardes impériaux étaient quand même des hommes assez grands. Donc, ils paraissaient encore plus petits. Je comprends. Et lorsqu'il y avait des caricatures de Napoléon, évidemment, par exemple, si la Grande-Bretagne faisait une caricature, on faisait exprès de le mettre encore plus petit. Bon, évidemment, il y avait des tensions entre les différents pays. Tout ça a fait en sorte que, il a la fausse réputation d'être minuscule, alors que ce n'est pas totalement le cas. Donc, vous le voyez avec d'autres chefs d'État, Obama à droite, Sarkozy. Obama qui faisait 6 pieds tout de même, hein? Oui, c'est quand même... 6 pieds et quelques, là. Alors voilà pour Napoléon. Donc, ce n'était peut-être pas le plus grand, mais je pense qu'on a exagéré le fait qu'il était petit. Chose certaine, c'est un grand stratège. Oui, ça, c'est indéniable. Ça, il n'y a personne qui peut y enlever. Ensuite, la fameuse règle, ça, j'en ai déjà parlé à un moment donné, mais ça vaut la peine de le redire. La fameuse règle du 5 secondes, selon laquelle que lorsqu'un aliment tombe sur le sol, si vous le ramassez en dedans de 5 secondes, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de bactéries. Donc, c'est totalement faux. Il faut se faire un hernie. Oui, c'est ça. Le risque, c'est ça. Mais l'idée est tellement ancrée dans la société qu'on a même fait une étude. Ah oui? Oui, on a carrément testé, un aliment, on l'enlève tout de suite, OK, le taux de contamination, on le laisse là 1 heure. On a vraiment fait une étude et non, ça n'a aucun rapport. Même pas de différence. Non,
En fait, le degré de contamination de l'aliment, ça dépend de la contamination du plancher en question. Donc, ça, moi, je l'ai vraiment vu souvent dans ma vie. Non, je l'ai ramassé tout de suite. Donc, c'est à vos risques et périls. La fameuse règle du 5 secondes. C'est tout de même bon à savoir. Oui, quand même. Ensuite, nous avons les fameux gènes. Autre idée qui circule beaucoup, c'est que le gène des yeux bleus, le gène des cheveux blonds. En fait, il n'y a pas de gène des yeux bleus. Ce que les gènes font, c'est un peu un code pour construire des protéines et ensuite, ces protéines-là vont s'assembler pour former une espèce de recette qui va donner des yeux bleus. Il n'y a pas un gène des yeux bleus, c'est finalement un ensemble. Un amalgame. Un amalgame, donc, mais on l'entend souvent l'expression. Ah! Ensuite, ça aussi, c'est un mythe qui circule énormément. Donc, on voit souvent des espèces de chapeaux de vikings comme ça, avec des cornes. Oui. Donc, c'est un mythe. À l'heure actuelle, on n'a pas de preuve que les Vikings mettaient des cornes sur leur casque. Ben, ça, c'est quelque chose quand tu y penses. Oui, c'est quelque chose. Mais ça vient d'où? Pour être ancré comme ça, il fallait que ça vienne de quelque part. Peut-être le petit Vicky. En fait, ça vient d'un opéra de Wagner du 19e siècle. Et cet opéra-là n'avait même pas lieu en Scandinavie, mais en Allemagne. Donc, c'est venu de là, tout simplement. Et j'avoue que ça fait mythique. Hein. Ça rajoute quand même à la légende. Ça a été adopté, et beaucoup de bouche à oreille, j'imagine. Puis, ça faisait quand même du sens. On voyait les Vikings un peu comme des barbares, donc ils doivent mettre des cornes. Avec des cornes, c'était un petit peu plus agressif, là. Donc, peut-être qu'on va à un moment donné faire l'excavation de plein de casques avec des cornes, mais actuellement, quand on trouve des casques comme ça, non, il n'y a pas de cornes. Il n'y a pas de cornes dessus. Ensuite, nous avons, ça aussi, c'est quelque chose qui, et je suis convaincue que même si je le dis, il y a encore des gens qui vont y croire, le vaccin ne cause pas l'autisme. Ça a circulé énormément. C'est qu'il y a eu une étude qui est sortie qui avançait cette théorie. Tout à fait, oui. Et ça a été prouvé. En fait, c'est une étude de 98. C'est une étude qui a été falsifiée. C'est une étude frauduleuse. Mais le mal est fait dans le sens qu'il y a encore beaucoup de gens qui y croient. Une conséquence tellement traumatisante dans un certain sens. Hein? Tout le monde veut protéger ses enfants, donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Là. Donc, les gens ont arrêté de vacciner leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas que l'enfant développe l'autisme. Et il y a eu une recrudescence de maladies qui étaient pratiquement éradiquées, malheureusement. Alors, pourquoi c'est une étude frauduleuse? C'est qu'on a réalisé que le médecin qui a fait l'étude en question, que supposément ça donnait l'autisme, c'est que lui, il était expert sur un recours collectif d'un groupe anti-vaccin. Vous voyez un peu le conflit d'intérêts énorme. C'est un lobbying, là. Donc, lui, sa job, c'était de prouver pour le groupe anti-vaccin que les vaccins étaient très dommageables. Donc, il a falsifié tous les résultats. C'est épouvantable. D'ailleurs, le médecin a été radié à vie de l'Ordre des médecins. Bonne chose. Mais malheureusement, comme je dis, le mal est fait. Et même si maintenant c'est établi qu'il n'y a aucun lien entre les vaccins et l'autisme, il y a encore des gens qui vont continuer d'y croire et de ne pas vacciner leur enfant. Et personnellement, moi, je trouve ça quand même dommage parce que ça a énormément augmenté l'espérance de vie. Les vaccins contre les maladies infantiles, on le voit dans plusieurs pays qui n'y ont pas accès. Il y a une énorme différence. Puis encore aujourd'hui, il y a certains groupes là, qui sont présents, qui ont un fort lobbying là, contre le vaccin, et pas nécessairement dû au problème avec l'autisme, là, mais d'autres arguments qu'ils ont. Bien évidemment, le vaccin cause la grippe, ça aussi j'ai entendu, même si c'est prouvé scientifiquement, ça ne donne pas la grippe. On injecte un vaccin, des parties de virus ou un virus atténué, mort, mais l'idée circule quand même. Et aussi, un des arguments des gens qui disent le vaccin cause l'autisme, c'est qu'il y a une épidémie. Il n'y a pas d'épidémie d'autisme, c'est que c'est mieux diagnostiqué. Il n'y a pas si longtemps, c'était pas très connu. Tout à fait vrai, ça. Alors, non, le vaccin ne cause pas l'autisme. Ensuite, les 3 rois mages. En fait, ce n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament qu'ils étaient 3. On pense que c'est un fait établi. Non, il n'y a aucune mention qu'ils étaient 3 rois mages. On va continuer dans le même domaine. Le fameux fruit défendu dans la Genèse. Je pense même qu'on leur donne des noms, ces 3 rois mages. Oui, Parce que là, j'ai continué à réfléchir. Ben oui, c'est pas mentionné le nom, le nombre. Et Il y en avait 12. On le sait Dieu pas. sait comment il y en avait. Il y avait réellement un bœuf par un ordre, on ne le sait pas non plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été
dans les Écritures qui ont été adaptées, qui ont été interprétées. Et une autre chose, c'est dans le livre de la Genèse, le fruit défendu, c'est jamais mentionné que c'est une pomme. Et Dieu sait que... On a acquis cette certitude-là. Dans tout, ça a été... Il n'aurait donc pas dû manger cette fameuse pomme-là, hein? Puis là, il disait, ça peut être une poire, ça peut être... C'est un peu l'art religieux, les peintures de l'époque qui ont commencé à faire des pommes, ils ont décidé que c'était une pomme. Donc, ça s'est répandu comme ça. Comme quoi, il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit, ce qu'on voit. C'est toujours bon de revérifier. Ou ce qu'on peut retrouver de dessins, parfois, tant sur des peintures qu'à l'intérieur de grottes, hein? Ça peut peut-être porter à interprétation aussi. Il y a beaucoup d'interprétations, effectivement. C'est ça l'histoire, hein? C'est l'idée qu'on s'en fait selon l'interprétation puis les valeurs et la culture qu'on a. Effectivement. Donc, il faut toujours en tenir compte. Ensuite, nous avons l'image suivante. Donc, rajouter du sel dans l'eau de cuisson n'affecte pas vraiment le temps d'ébullition. Ça, Dieu sait aussi que je l'ai beaucoup entendu. Et moi-même, si je faisais des pâtes, je rajoutais du sel pour que ça vaut plus surtout vite. que c'est meilleur au goût. Oui, c'est plus une question de goût. Oui, tout à fait. Pour vraiment avoir une différence dans le temps d'ébullition, il faudrait vraiment rajouter du sel, un peu comme le taux de salinité de la mer qui est de 3,5 % à plusieurs endroits. Et une eau aussi salée, ça serait peut-être pas si agréable au goût. Là. On s'entend que l'eau de mer... Donc, est-ce que je dois en déduire que l'eau de mer bout plus vite que l'eau de l'eau douce? Oui, parce qu'il y a du sel de dissous à l'intérieur. Donc, c'est pas tout à fait faux. Ça vient d'un principe qui est vrai. Oui, ça change la température d'ébullition, mais la quantité de sel qu'on va mettre dans un chaudron, c'est négligeable. Il va peut-être avoir une différence de quelques secondes du temps d'ébullition, mais c'est vraiment négligeable. C'est négligeable. Ouais. À moins que vous mettez la salière au complet. Ça, c'est un autre dossier. Ensuite, on va continuer avec l'eau. L'eau ne conduit pas l'électricité, l'eau pure, on s'entend. En fait, c'est quand même un bon isolant. Ce qui fait qu'on dit toujours de faire attention, l'eau, l'électricité, ce n'est pas un bon mélange. Ce sont les substances dissoutes dans l'eau qui conduisent l'électricité. Ah oui. Donc, je ne vous conseille pas de faire l'expérience avec de l'eau chez vous, voir si ça conduit bien ou si c'est un isolant. On s'entend que toute l'eau qui nous entoure, il y a toujours des substances dissoutes, à moins vraiment d'avoir de l'eau en laboratoire, stérile, etc. Distillée. Voilà, donc il n'y a aucune substance dissoute à l'intérieur. Mais non, en fait, c'est vraiment les substances dissoutes. Ce n'est pas l'eau en tant que telle qui conduit bien l'électricité. Ah ben ça... Je l'ignorais vraiment. Moi aussi. Ensuite, pour terminer, on va parler d'alcool. Autre mythe qui circule beaucoup, c'est que l'alcool réchauffe. Moi, l'hiver, on dit un bon petit verre d'alcool, ça va me réchauffer. Un petit caribou, alors. Voilà, c'est en fait... C'est le contraire. Oui, il y a un effet, il y a une impression de chaleur, c'est que ça dilate les vaisseaux sanguins chauds près de la peau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient les joues rouges lorsqu'on est un petit peu pompette. Donc, la dilatation des vaisseaux libère la chaleur. Ça donne l'impression d'avoir chaud, mais dans les faits, ça libère la chaleur. Donc, on perd notre chaleur, ce qui n'est pas une bonne chose, et ça peut masquer un refroidissement. Donc, disons que vous trouvez quelqu'un en hypothermie à l'extérieur. En bobette à moins 40, à moins 40. À l'arrière de l'aréna. C'est ça. Ben, si vous lui donnez un verre d'alcool, il pourrait vous dire, finalement, je file pas pire, mais il est en train de sombrer dans l'hypothermie. Puis l'alcool aussi, on le sait, au niveau de la déshydratation, il faut faire attention. Là. Oui, alors les gens qui boivent de l'alcool parce qu'ils ont soif, ça fait l'effet contraire, ça déshydrate. C'est un mythe que la bière, le lendemain matin, ça ramène. Oui, ça aussi. J'aurais pu faire une capsule entière juste sur les mythes sur l'alcool, je pense. J'en doute pas. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est tout à les fait recettes miracles de lendemain de veille. Donc, oui. Et ou pour casser la grippe, hein? Ça, on dit souvent, une grippe, ça dure... C'est quoi le nom qui a été utilisé dans un genre de drink, là, mais une passe, une purge? Ah oui, il y a un mot pour le terme, là, et je ne l'ai pas... Il y a des trucs miracles pour les grippes, mais aussi pour les détoxications de foie. Et il y a beaucoup Mais on dit en grippe... Une passe de gin, je pense qu'il disait. Une ponce. Une ponce, bon, excuse-moi. Bon, je savais qu'il y avait un terme. Les gens, autrefois, prenaient une ponce de gin avant de se coucher, semble-t-il. Que c'était... Il y avait de dormir avec... Ils dormaient bien.
Ah oui, puis ça a l'air qu'il faut dormir... Imagine-toi, tu ne bois pas pantoute, puis tu te fais une grosse ponce de gin. Là. Ça doit... C'est assez pas assommé. Là, ça doit être assez intense, mais il y a des gens qui mettent des oignons dans leur bas, je pense, pour dormir. Oui. En tout cas, les fondements scientifiques, j'ai un doute, je suis sceptique. Il faudrait que je fouille le sujet. Mais on dit une grippe soignée dure 7 jours et non soignée dure une semaine. Je ne veux pas vous décourager, mais il faut prendre du repos, mais en tout cas, il n'y a pas à ce jour de médicaments miracles. Donc, dans le fond, il ne faut pas toujours se fier à tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on peut voir. Hein. Quand on approfondit, souvent on est surpris de la véracité versus ce qui est un mythe en tant que tel. Oui, on voit à quel point ça peut. Il y a certaines des choses que j'ai dites aujourd'hui. Mon Dieu, ça circule depuis des générations. C'est incroyable de voir à quel point c'est toujours bon de contre-vérifier. Et quand je fais des recherches de même, je contre-vérifie avec d'autres endroits pour être sûr que l'information est exacte. Parce que Dieu sait que sur Internet, il y a un petit peu de tout, là. Oui, puis des fois, il y aurait du monde qui écouterait de la musique dans leur bain ce soir avec le stéréo dans l'eau. Donc, ne vous amusez pas avec l'électricité et l'eau. C'est ça fit pas très mauvaise idée, très mauvaise idée. Encore une fois, une capsule divertissante, fort intéressante et instructive. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-Beau-Fils.